Des perquisitions du FBI dans leur clubhouse, aux membres faisant face à des accusations fédérales. Voici les 10 leaders des bandidos les plus dangereux aux États-Unis. 1. Bob Dumas. Au début des années 1970, les Hells Angels avaient déjà conquis la Californie. S'étaient étendus sur toute la côte ouest et s'étaient imposés comme le club de motards le plus redouté d'Amérique. Ils avaient des chapitres d'un océan à l'autre, une reconnaissance internationale, et avaient les yeux rivés sur le Texas. À leur insu, il y avait un homme auquel ils ne pouvaient pas faire face. Bob Dumas était déjà une puissance montante chez les bandidos. Et non seulement cela, il était aussi un homme d'affaires prospère à Corpus Christi. Le jour de la prise de contrôle, Bob Dumas mena un groupe de bandidos à Padres Island. Les Hells Angels étaient déjà sur place. La confrontation était donc inévitable. Très vite, une fusillade éclata. Lorsqu'elle prit fin, les Hells Angels durent battre en retraite hors du Texas pour ne jamais revenir. Bob Dumas n'a pas seulement chassé le plus grand rival d'un État entier. Il a aussi prouvé qu'on pouvait être à la fois un homme d'affaires millionnaire et le parrain d'un empire hors la loi, en construisant l'infrastructure financière qui transforma les bandidos en l'organisation criminelle qu'ils sont aujourd'hui. Bob Dumas est né à Hillsboro, Texas. Après la fin de son service militaire en 1958, il s'installa à Corpus Christi avec presque rien et utilisa ses dernières économies pour ouvrir un bar appelé le Playmore Club. Le pari a payé et en 1966, il avait ouvert Action Billiard Supply Company, la seule entreprise de fourniture de billard au sud de San Antonio, créant un monopole dans la région. En 1972, il possédait plusieurs bars et propriétés dans tout le sud du Texas. En 1971, Dumas rejoignit le Bandidos Motorcycle Club. Cela devint la relation la plus importante de sa vie. Alors que d'autres bandidos s'appuyaient sur la violence et l'intimidation pour maintenir leur pouvoir, Dumas construisit un empire commercial. Il devint le premier millionnaire de l'histoire des bandidos, prouvant que des bikers hors la loi pouvaient gérer des entreprises légitimes prospères. Son projet le plus célèbre fut Legs, un bar topless, dominé par une silhouette découpée de 22 pieds de haut représentant une femme en bikini, que les habitants appelaient la Big Lady. L'enseigne devint immédiatement controversée. À partir de 1983, les plaintes affluèrent. En 1992, le bureau de la maire Mary Rhode était submergé d'appels exigeant son retrait. Mais la ville n'avait aucune base légale pour agir. Il exploita Legs pendant 29 ans. À l'intérieur du club, Dumas gagna le surnom de Papa Bear. Les membres venaient à lui pour obtenir du travail dans ses bars et ses entreprises. Il offrait des conseils financiers, aidait ses frères à lancer leurs propres activités légitimes et créa un réseau d'entreprises légales qui maintenait les membres hors de prison tout en générant des revenus pour les opérations du club. Les forces de l'ordre voyant quelque chose de différent. Pour eux, Dumas était le parrain. Non pas parce qu'il était le membre le plus violent, mais parce qu'il était l'architecte de la transformation des bandidos, passant d'un club de motards à une organisation criminelle sophistiquée avec des façades commerciales légitimes. On pensait largement qu'il occupait le poste de président national honoraire, bien qu'il ait toujours nié avoir un quelconque rang officiel. De 1971 à 2020, Bob Dumas est resté un bandido actif pendant 49 ans. Il était présent durant les périodes les plus violentes du club, a été témoin d'innombrables crimes et a maintenu sa position alors que les procureurs fédéraux démantelaient chapitre après chapitre avec des inculpations RICO. Le plus important, c'est qu'il n'est jamais allé en prison, n'a jamais fait face à des accusations fédérales majeures, n'a jamais été impliqué dans une affaire RICO. Ils n'ont jamais pu construire un dossier qui tienne. En novembre 2020, Bob Dumas est décédé à l'âge de 86 ans dans un hôpital de Corpus Christi, entouré de sa famille. Il est mort libre, millionnaire et bandido jusqu'à son dernier souffle. Dumas n'a pas fondé les bandidos. Donald Chambers l'a fait. Mais Dumas a créé le modèle financier qui a transformé un club de motards en une organisation criminelle de plusieurs millions de dollars.
Il a chassé les Hells Angels et sécurisé tout un État. 50 ans après Padres Island, son système tient toujours. 2. John Pfeffer. Ce qui avait commencé comme un samedi soir normal au Hog Stop Bar est devenu violent en quelques secondes. Adam Burns, membre de Brothers East, n'a jamais vu John Pfeffer avant que le coup ne parte, le projetant en arrière alors que le parking explosait de chaos. 5 autres bandidos ont foncé. Burns est tombé au sol. Ils l'ont frappé, piétiné et battu pendant près de 30 secondes avant que les coups de feu ne commencent. Il a été touché 6 fois, 5 balles traversant son dos. Burns est mort sur le gravier là où il est tombé. Pfeffer s'est éloigné en titubant avec une blessure par balle au bras, et lorsque la police l'a fouillé à l'hôpital, ils ont trouvé un chargeur de pistolet. Un photographe documentant l'événement a enregistré toute l'attaque, y compris le passage à tabac, le cercle d'hommes autour de Burns, et le moment où les tirs ont été déclenchés. Mais la violence n'était pas aléatoire. Brothers East s'était séparé des Bandidos en 2019, et la direction nationale avait répondu par un ordre de « frapper à vue ». Tout membre de Brothers East aperçu en public devait être attaqué immédiatement. Pfeffer a suivi cet ordre. À seulement 32 ans, il était président du chapitre Welcome to Hell des Bandidos, une équipe créée spécifiquement pour cibler Brothers East. 2 ans et demi plus tard, Pfeffer est réapparu dans un nouvel épisode de violence. 23 février 2023. Bimbos Bar près de Tomball. Près de 70 bandidos se sont réunis pour une réunion régionale. Ils ont convoqué 14 membres des Greybeards, un club non hors la loi qui avait franchi une ligne sans le savoir, en faisant la paix avec Brothers East. Pfeffer a interrogé l'un des Greybeards, puis a attaqué. 70 contre 14. Le passage à tabac était délibéré et écrasant. Des os ont été brisés, des membres ont subi des commotions, et lorsque tout fut terminé, les bandidos ont dépouillé les Greybeards de leurs cuts, photographiant les vestes volées et les diffusant comme des trophées. Les enquêteurs fédéraux ont ensuite relié Pfeffer à un schéma plus large de violence, incluant des agressions, des fusillades et des incendies criminels à travers Houston, de 2020 à 2024. Les procureurs ont décrit Welcome to Hell comme un chapitre extrêmement violent, créé spécifiquement pour éliminer les rivaux. En février 2025, les procureurs fédéraux ont inculpé Pfeffer et 13 autres personnes pour racket, crimes violents, infractions liées aux armes à feu et intimidation de témoins. Ils risquaient initialement la peine de mort pour le meurtre de Burns, mais en octobre 202,5, le Department of Justice a renoncé à la peine capitale. Même sans cela, Pfeffer risque toujours la prison à vie. Un juge fédéral lui a refusé la liberté sous caution. Il reste en détention en attendant son procès en mai 2026. Son dossier comprend plus de 162 000 pages de documents, des heures de vidéos, des enregistrements audio et une analyse numérique approfondie. Le vétéran de la Navy qui a construit le chapitre Welcome to Hell n'a pas encore été condamné. Mais au vu des preuves, il pourrait passer le reste de sa vie dans une cellule de prison fédérale. 3. David Vargas. C'était la nuit du 2 novembre 2021, vers 23h10, lorsque 3 membres de Brothers East ont quitté le Blue Bayou Café et se sont engagés sur la Feeder Road de Lidis, près de Jacinto City. Michael Zimbrich, âgé de 26 ans, était au volant. Moore et Kevin Cicero l'accompagnaient. Tous les 3 étaient membres de Brothers East, le club rival qui s'était séparé des Bandidos et se trouvait désormais au cœur d'une guerre de territoire violente. Peu après, un SUV noir s'est approché à leur hauteur. Le conducteur était David Vargas, un bandido full patch. Il a ajusté sa vitesse à la leur. La fenêtre côté passager s'est abaissée, puis les balles ont déchiré le véhicule de Brothers East, brisant les vitres et traversant la carrosserie. Zimbrich a été touché à plusieurs reprises. Moore et Cicero ont été blessés mais ont survécu. Quelques instants plus tard, le SUV a disparu dans la nuit. Michael Zimbrich est mort avant l'arrivée des secours. Vargas,
33 ans, n'était pas un simple membre du club. Avant de rejoindre les Bandidos, il a effectué 2 missions en Afghanistan avec l'armée américaine, recevant une Bronze Star pour bravoure et une Purple Heart, après avoir survécu à l'explosion d'un engin explosif improvisé. Des années plus tard, un accident de moto avec délit de fuite lui a coûté une partie de sa jambe droite. Il utilisait une prothèse, mais cela ne l'a pas ralenti. Malgré cette blessure, Vargas a rejoint les Bandidos et est devenu un exécutant actif dans la guerre de territoire à Houston. Son entraînement militaire le rendait bien plus dangereux qu'un tireur moyen. Et cette nuit de novembre, ses compétences ont été utilisées non pas sur un champ de bataille, mais sur une route texane. Aujourd'hui, Vargas est en détention fédérale. Un juge lui a refusé la liberté sous caution. Il attend son procès en mai 2026 pour des accusations de racket et de meurtre, des accusations qui pourraient le condamner à passer le reste de sa vie dans une prison fédérale. 4. Johnny Romo, Downtown. Johnny Romo n'était pas un simple exécutant des Bandidos. En tant que sergent d'armes national du Bandidos Motorcycle Club, il était le lien entre les ordres venus d'en haut et la violence sur le terrain. Lorsque le président national Jeff Pike voulait quelqu'un battu, Romo exécutait le passage à tabac. Lorsque le vice-président John Portillo devait retirer des patchs, Romo se rendait en Amérique centrale pour s'en charger personnellement. Et lorsque la direction nationale des Bandidos décidait que quelqu'un devait mourir, Romo assemblait l'équipe chargée de l'exécution. En mars 2006, Anthony Benesch, un membre qui prévoyait d'établir un chapitre des Hells Angels à Austin, Texas, a été abattu dans un restaurant de pizza devant sa petite amie et ses 2 fils. Le meurtre n'était pas une violence de rue aléatoire. C'était une exécution organisée, ordonnée par Pike, transmise par Portillo et menée par une équipe que Romo avait constituée et dirigée. Le Texas était le territoire des Bandidos. Benesch a tenté d'y introduire leur plus grand rival. Les Bandidos ont répondu par une balle. Romo a gravi les échelons des Bandidos pour devenir sergent d'armes national, l'un des postes les plus élevés de l'organisation. Ce rôle faisait de lui l'exécutant principal du club, chargé d'appliquer les ordres de la direction nationale et de maintenir la discipline dans tous les chapitres à travers le monde. Ses missions allaient de simples passages à tabac à des opérations internationales complexes. Lorsque des conflits internes éclataient dans les chapitres d'Amérique centrale, Romo s'y rendait pour retirer des patchs et rétablir l'ordre. Lorsque des membres violaient les règles du club, Romo administrait les sanctions. Lorsque Pike avait besoin d'éliminer quelqu'un, Romo organisait l'opération. L'assassinat de Benesch a démontré les méthodes de Romo. Il n'agissait pas impulsivement. Portillo fournissait les informations sur la cible. Romo a constitué une équipe de membres full patch des Bandidos, incluant son propre frère Robert, qui cherchait à rejoindre le club. Ils ont surveillé la maison de Benesch pendant 2 jours, suivant ses déplacements. Lorsqu'il s'est rendu au restaurant de pizza ce samedi soir-là, ils l'ont suivi. Robert Romo a tiré le coup fatal avec un fusil de chasse équipé d'une lunette, tandis que Johnny Romo, positionné dans une voiture séparée, donnait des instructions via une radio bidirectionnelle. Après le meurtre de Benesch, Romo est devenu l'homme de confiance de Pike pour les opérations d'exécution dans toute l'organisation. Si Pike voulait de la violence, Romo la livrait. Au printemps 2014, Romo a été arrêté pour des accusations liées à la drogue, risquant 60 mois de prison. Il a alors pris une décision impensable quelques années plus tôt. Il a commencé à coopérer avec les autorités fédérales. Romo a porté un micro pour enregistrer Portillo et d'autres membres faisant des déclarations incriminantes. Il a fourni un témoignage crucial dans l'affaire de racket montée par le gouvernement contre Pike et Portillo. Pendant 2 jours à la barre en mars 2018, il a détaillé comment les ordres descendèrent de la direction nationale jusqu'aux exécutants comme lui. Mais Romo a d'abord dissimulé des informations concernant le meurtre de Benesch. Il n'a mentionné son implication qu'après que les agents fédéraux l'ont confronté, alors qu'il avait déjà été condamné à seulement 24 mois pour les accusations de drogue, bien moins que les 60 mois qu'il risquait initialement.
Septembre 2017. Les deux frères Romo ont plaidé coupables pour meurtre et infractions liées aux armes à feu dans le cadre d'activités de racket. Deux autres membres du chapitre Centro de San Antonio, ayant participé à l'équipe, ont également plaidé coupables. En octobre 2018, Johnny Romo s'est présenté devant un juge fédéral pour sa condamnation. Les procureurs l'ont qualifié de plus haut coopérant dans l'affaire de racket. Son témoignage a contribué à faire condamner Pike et Portillo, envoyant les deux en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais la coopération a un prix. Les procureurs fédéraux ont révélé que les autorités avaient récupéré une lettre signée par l'ancien vice-président John Portillo, autorisant son assassinat. Il avait désormais un feu vert. Une condamnation à mort émise par l'organisation qu'il avait autrefois aidé à diriger. Romo a été condamné à 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle, une réduction significative par rapport à la peine de perpétuité qu'il risquait initialement. Lors de l'audience, il a fondu en larmes à plusieurs reprises, s'excusant auprès de la famille de Benesch. « J'ai pris la vie d'un homme. C'est un lourd fardeau que je porte depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré au juge. Malgré le feu vert et la certitude que des membres des Bandidos tenteraient de le tuer en prison, Romo a affirmé au juge qu'il continuerait à coopérer. « Je témoignerai à nouveau si nécessaire. » 5. Jeffrey Faye Pike. Elle avait été ordonnée et au sommet de la chaîne se trouvait Jeffrey Faye Pike, président national des Bandidos, membre depuis 1979 et l'homme qui contrôlait la structure de pouvoir du club à travers l'État. Le meurtre de Benesch n'était qu'une partie de l'opération plus vaste de Pike. Sous sa direction, les Bandidos ont intensifié la violence contre les clubs rivaux, fait circuler méthamphétamine et cocaïne à travers le Texas et travaillé directement avec la Mexican Mafia. En même temps, Pike se présentait publiquement comme un homme d'affaires restaurant des voitures classiques. Cette image s'est effondrée en janvier 2016, lorsque des agents fédéraux ont perquisitionné son domicile lors de l'opération Texas Rocker. Pike a été arrêté et inculpé sous la loi RICO pour complot de meurtre, trafic de drogue et agression commise au nom du club. The Bandidos president lives in Conroe, and this morning, the DEA, FBI, and a bunch of other federal and state agents arrested 3 of the Bandidos' highest-ranking leaders. En 2018, un jury fédéral l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Pike a été condamné à la prison à vie plus 10 ans. Son vice-président a reçu 2 peines de perpétuité. Les tireurs ont également été arrêtés par la suite. Jeffrey Faye Pike mourra dans une prison fédérale. L'homme qui avait autrefois tenté de maintenir le Texas sous un seul patch a tout perdu en imposant cette domination. 6. John DiXavier Portillo. Peu après minuit, le 31 janvier 2002, une aire de repos tranquille le long de l'Interstate 37, juste au sud de San Antonio, est devenue le théâtre d'une embuscade. Robert Lara, 24 ans, n'était pas un bandido, mais il n'était pas non plus un civil au hasard. Il avait des liens avec la criminalité locale, et les bandidos pensaient qu'il était celui qui avait abattu leur secrétaire de chapitre, Javier Negrete, 3 semaines plus tôt. Cette conviction en faisait une cible. 3 voitures attendaient dans l'obscurité. Lorsque Lara est sorti, Winans a passé l'appel de confirmation. 6 bandidos ont convergé. Richard Scarface. Merla, l'un des exécutants du chapitre de San Antonio, a tiré Lara hors du véhicule. Merla et Frédéric Fast Fred Cortez ont ouvert le feu. 11 balles ont touché Lara. Il est mort sur le bitume là où il est tombé. Ce n'était pas un acte aléatoire. 3 mois plus tôt, le membre des Bandidos Javier Negrete avait été abattu devant Tiffany's Billiards, une salle de billard bien connue dans le nord-ouest de San Antonio. Au sein du chapitre Southwest San Antonio, son président, John Xavier Portillo, avait décidé que Lara en était responsable. Que le renseignement soit correct ou non importait peu. Portillo voulait se venger et il a ordonné l'exécution. Il a tout orchestré. Il a fourni à Merla l'arme du meurtre. Après le crime, le groupe s'est réuni chez le frère de Portillo, où celui-ci a ordonné à tout le monde de garder le silence. Puis il a utilisé un chalumeau pour détruire l'arme.
Merla et Cortez ont ensuite reçu des patchs Expect No Mercy, une reconnaissance au sein du club pour avoir exécuté des opérations violentes. Portillo gravissait les échelons des Bandidos depuis les années 1990. Son chapitre de San Antonio était connu au sein de l'organisation comme son bras armé. Après des années de violence, Portillo est monté encore plus haut, devenant d'abord sergent d'armes national, puis finalement vice-président national sous Jeffrey Pike. Pendant des années, le meurtre de Lara est resté non résolu. Cela a changé en 2004, lorsque Merla a poignardé à mort l'ancien boxeur Robert Pikin, Quiroga. Sous la pression croissante, Merla a retourné sa veste, avouant le meurtre de Lara et désignant Portillo comme l'homme qui l'avait ordonné. Le 6 janvier 2016, des agents fédéraux ont arrêté Portillo dans le cadre de l'opération Texas Rocker. Il s'est vu refuser la liberté sous caution et est resté en détention jusqu'au procès. En 2018, Winans et Merla ont tous deux témoigné contre lui. Le jury a déclaré Portillo coupable de complot RICO, meurtre dans le cadre d'activités de racket, complot en vue de commettre un meurtre, trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu. Le 24 septembre 2018, Portillo, âgé de 59 ans, a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutive, plus 20 ans de prison fédérale. Aucune libération conditionnelle, aucune date de sortie. Il n'a pas fait ses adieux à sa famille avant que les marshals ne l'emmènent. Portillo, autrefois président exécutant de San Antonio, puis vice-président national, mourra en prison fédérale. 7. Justin Cole Forster. En janvier 2016, les autorités fédérales ont mené l'une des opérations les plus importantes de l'histoire des gangs de motards hors la loi. Lors de raids coordonnés à travers le Texas, elles ont arrêté simultanément les 3 principaux dirigeants du Bandidos Motorcycle Club, le président national Jeffrey Pike, le vice-président national John Portillo et le sergent d'armes national Justin Cole Forster. Opération Texas Rocker était en cours depuis 23 mois. Lors des arrestations, les procureurs ont décrit les Bandidos comme une entreprise criminelle qui ordonnait à ses membres de commettre des meurtres, tentatives de meurtre, agressions, intimidations, extorsions et trafic de drogue. Forster avait 31 ans et était l'exécutant national depuis 5 ans. Mais contrairement à Pike et Portillo, qui sont allés au procès et ont reçu des peines de prison à vie, Forster a fait un choix différent. Il est devenu le premier membre national de haut rang à témoigner publiquement sur le fonctionnement interne des Bandidos. Justin Cole Forster a rejoint les Bandidos en 2006, à l'âge de 22 ans. Il a plus tard témoigné qu'il voulait faire partie du club depuis l'âge de 10 ans. Le processus de sélection était rigoureux. Les candidats avaient besoin de parrains, les connaissant depuis au moins 5 ans. Et la période de probation pouvait durer des mois, voire des années. Mais Forster a réussi, a obtenu son full patch et a commencé à gravir les échelons. En mars 2011, Forster est devenu sergent d'armes national, l'un des 3 postes les plus élevés de toute l'organisation. Ses responsabilités comprenaient la sécurité lors des rassemblements de bikers, l'application de la discipline dans tous les chapitres et l'exécution des ordres de Pike et Portillo. Lorsqu'on lui a demandé pendant son témoignage quel type de personnes composaient les Bandidos, Forster a été direct. Un groupe de gars qui aiment rouler à moto. Mais ce sont des gars qui vivent selon leurs propres règles. Vous savez, des criminels. Le rôle de Forster faisait de lui la force derrière les ordres de Pike. Lorsque des membres devaient être disciplinés, Forster s'en chargeait. Lorsque des clubs rivaux devaient être confrontés, Forster menait l'attaque. Lorsque des chapitres sortaient du rang, Forster se rendait sur place pour régler la situation. En 2011, lorsque Pike a décidé de séparer les chapitres de l'hémisphère occidental de ceux en Europe et en Australie, certains membres du West Texas s'y sont opposés. Pike a envoyé Forster avec une équipe pour gérer l'opposition. Ils se sont rendus à Roswell, au Nouveau-Mexique, ont expulsé 16 membres du chapitre d'El Paso et leur ont retiré leurs vestes. Le patch du président d'El Paso a été remis à Pike puis brûlé. Le chapitre national a même créé des t-shirts avec l'inscription « Roswell,
Une sacrée fête. En 2012 à Sturgis, Dakota du Sud, lorsqu'un chapitre de l'Oklahoma a manqué de respect à un membre national, Forster a dirigé les représailles. On les a battus et on les a forcés à rentrer chez eux sans selle sur leur moto, a-t-il témoigné. En 2013, les bandidos ont déclaré la guerre aux Cosaques. En novembre de cette année-là, environ 10 bandidos ont affronté des Cosaques à Abilene, Texas, leur ont pris leurs fouets et les ont agressés, en poignardant certains avec des couteaux. L'attaque était appelée une partie de pêche. Tout le monde attrapait un poisson. Forster s'occupait aussi du trafic de méthamphétamine, vendant des quantités à l'once en 2014. Lorsque Forster a été arrêté avec Pike et Portillo, le club l'a initialement soutenu. D'autres bandidos ont mis de l'argent sur son compte de cantine en prison. Le nouveau président lui a envoyé 4 avocats. Forster les a tous refusés. Le club a alors cessé de lui envoyer de l'argent. 9 mois après son arrestation, en octobre 2016, Forster a plaidé coupable de 4 accusations fédérales, dont complot RICO et trafic de drogue. Il risquait la prison à vie, mais a accepté de coopérer. En mars 2018, Forster a témoigné lors du procès de Pike et Portillo. Pendant plusieurs jours, il a expliqué le fonctionnement interne des bandidos, processus de sélection, hiérarchie, patch, et comment l'organisation impose ses règles par la violence. Il a identifié des membres. Il a décrit le trafic de drogue. Il a détaillé les passages à tabac. Il a expliqué comment Pike et Portillo dirigèrent les opérations. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait fait en coopérant, Forster a répondu « Ce que j'ai fait est impardonnable ». Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu « balancer ». Son témoignage a permis de condamner Pike et Portillo. Tous deux ont été condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle. En octobre 2018, Forster a été condamné. Le juge a noté qu'il n'était pas un participant docile, mais heureusement n'avait jamais participé directement à des activités ayant entraîné une perte de vie. Grâce à sa coopération, Forster a écopé de 5 ans au lieu de la perpétuité. « J'assume la responsabilité de mes actes. Je suis vraiment désolé », a déclaré Forster au juge. « Je suis prêt à avancer dans ma vie et à devenir un membre utile de la société. » Justin Cole Forster occupe la 3e place de cette liste car il représente l'exécutant de plus haut rang devenu informateur. Tant que sergent d'armes national de 2011 à 2016, il exécutait les ordres de Pike, disciplinait les membres à l'échelle nationale, menait des attaques contre les clubs rivaux et contribuait à maintenir l'emprise violente des bandidos sur leur territoire. Mais face à une peine de prison à vie, Forster a brisé le code. Il est devenu le premier membre de niveau national à témoigner publiquement contre l'organisation. Sa coopération a démantelé la direction au sommet, envoyant à la fois le président et le vice-président mourir derrière les barreaux. Les bandidos ont bâti leur empire sur une loyauté absolue. Justin Cole Forster a brisé cette croyance, prouvant que même les membres qui atteignent le niveau national peuvent être retournés. Et ce faisant, il a contribué à détruire l'organisation qu'il rêvait de rejoindre depuis l'âge de 10 ans. 8. Ronald Hodge, Stepmother. En décembre 1972, lorsque le fondateur Donald Chambers a été condamné à la prison à vie pour double meurtre, les bandidos avaient besoin d'un nouveau leader. Ils ont choisi Ronald Jerome Hodge, un ancien marine qui avait obtenu ses full colors en seulement 1 mois, si rapidement qu'on l'avait surnommé Mr. Prospect. Une fois élu président national, Hodge a pris un nouveau nom en hommage au surnom de Chambers Mother. Il est devenu Stepmother. Et sous sa direction, les bandidos sont passés d'un club de motards texans à une organisation criminelle internationale. Hodge n'a pas adouci l'image hors la loi des bandidos. Tout au long des années 1970, des membres ont été arrêtés pour trafic de drogue, gestion de réseaux de prostitution, extorsion de propriétaires de bars et de clubs de striptease, et organisation de combats illégaux de pitbull. Au milieu des années 1970, le club comptait environ 700 membres, avec des chapitres au Texas, en Alabama, au Nouveau-Mexique, au Dakota du Sud
dans l'État de Washington, en Indiana et au Montana. Mais la réalisation la plus importante de Hodge est arrivée en 1983 lorsqu'il a approuvé le premier chapitre international à Sydney, en Australie. Anthony Mark Spencer, qui avait visité les États-Unis et été impressionné par l'hospitalité et la fraternité des Bandidos, a contacté Hodge pour lancer un chapitre australien. Après une correspondance approfondie, Hodge a donné son accord. Cette décision a ouvert la voie à une expansion internationale qui allait finalement étendre les Bandidos à plus de 20 pays. En avril 1983, un membre des Bandidos a été abattu par un membre du Banshees Motorcycle Club, un rival basé à Dallas. Le 5 mai 1983, Hodge a présidé une réunion des officiers nationaux à Houston. Étaient présents le vice-président national, 2 secrétaires trésoriers nationaux et plusieurs sergents d'armes nationaux. Hodge a ordonné des représailles exécutées par les officiers nationaux. Il a demandé à tous les membres de soigner leur apparence pour éviter d'attirer l'attention des forces de l'ordre pendant l'opération. Il a collecté $100 auprès de chaque membre des Bandidos pour financer le plan. Au cours des semaines suivantes, l'organisation a recueilli des renseignements sur les membres des Banshees, obtenu des armes à feu non enregistrées et mis en place une planque au cas où des blessés nécessiteraient des soins médicaux. Le 5 juillet 1983, le plan a été exécuté. Des membres des Bandidos ont placé des bombes sous la camionnette d'un membre des Banshees et à côté d'un compteur de gaz au domicile d'un autre membre. Les 2 bombes ont explosé, causant des dégâts matériels, mais aucune blessure grave. Une attaque prévue contre le clubhouse des Banshees à Texarkana, avec des mitraillettes MAC-10 modifiées illégalement, n'a finalement pas eu lieu. Les membres impliqués dans les attentats ont utilisé un événement de course moto à Corpus Christi comme alibi, participant au rassemblement organisé par le club immédiatement après les attaques. Le 31 mars 1988, les autorités fédérales ont inculpé 23 membres des Bandidos pour leur participation à la conspiration. Plusieurs membres ont coopéré avec le gouvernement. Le 7 novembre 1988, 8 membres ont plaidé coupables. Le procès des 9 accusés restants s'est terminé le 7 décembre 1988, avec 7 condamnations et 2 acquittements. Ronald Hodge a été condamné à 5 ans de prison pour conspiration, visant à faire exploser des maisons et des véhicules appartenant à des membres de clubs rivaux. Son vice-président national et 2 secrétaires trésoriers nationaux ont reçu la même peine. Les fédéraux pensaient qu'ils nous avaient enfin eus avec celle-là, qu'il ne resterait plus personne pour diriger le club, a déclaré plus tard un officier national condamné. Mais au moment où nous sommes partis en prison, le prochain groupe de dirigeants était déjà prêt. En 1992, 4 ans après sa condamnation, Ronald Hodge est décédé d'une maladie cardiaque. Il était toujours considéré comme un membre des Bandidos au moment de sa mort. 9. George Weigers. En 1998, George Weigers est devenu président international du Bandidos Motorcycle Club et a immédiatement pris une décision controversée. Il a déplacé le siège du club de Houston, Texas, le berceau et foyer spirituel des Bandidos, à Bellingham, Washington, où il possédait un magasin Harley-Davidson. Ce déplacement signalait quelque chose de plus grand. Weigers, membre des Bandidos depuis des décennies, pensait que le club devait changer. Il estimait que les Bandidos devaient être composés d'hommes respectables, pas de bons à rien, selon un ancien officier national qui avait travaillé avec lui. Weigers a lancé ce que certains ont appelé une mini-révolution au sein du club. Il a mis fin à la tradition d'uriner sur les nouveaux membres lors de l'initiation. Il a interdit les passages à tabac systématiques censés montrer de l'affection et imposer la discipline. Il a déclaré que le club devait être centré sur les motos, le chrome, la route, pas sur les inculpations et les peines de prison. Son mantra était simple: rester hors des journaux. Les membres pouvaient rouler en Harley, boire de la bière, semer le chaos, tant que cela n'attirait pas plus que quelques patrouilles de police.
Un petit vol par-ci par-là pouvait être compensé par une course caritative. Les agents fédéraux qui l'ont ensuite enquêté ont reconnu que Weigers était considéré comme un pacificateur. Mais la réforme avait ses limites. Weigers dirigeait une organisation de plus de 2400 membres répartis dans plusieurs pays, dont beaucoup n'avaient aucun intérêt à devenir des citoyens respectueux des lois. Et les autorités fédérales surveillaient. En juin 2005, à la suite d'une enquête de 2 ans, les autorités fédérales ont inculpé Weigers et 25 autres membres et associés des Bandidos. 19 mandats de perquisition ont été exécutés. 2 concernaient des propriétés appartenant à Weigers, entraînant la saisie de 4 armes de poing et 33 couteaux. Les forces de l'ordre avaient placé son téléphone sur écoute, captant des conversations où il disait au secrétaire national des Bandidos de ne pas parler aux agents fédéraux. Les accusations ont été portées en vertu de la loi RICO, le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, créé pour poursuivre les organisations criminelles comme la mafia. Le procureur américain John McKay a déclaré que Weigers dirigeait une entreprise criminelle organisée qui prenait pratiquement des communautés en otage. Weigers a été inculpé pour complot de racket, incluant intimidation de témoins, trafic de motos et de véhicules volés, ainsi que d'autres infractions. Il risquait jusqu'à 20 ans de prison fédérale. En mai 2006, Weigers a conclu un accord de plaidoyer. Il a admis avoir encouragé des co-accusés à intimider des témoins et à participer au trafic de véhicules volés. En échange, les procureurs ont recommandé une peine maximale de 2 ans de prison. Le 6 octobre 2006, le juge fédéral John C. Kohinoor l'a condamné à 20 mois de prison, 3 ans de liberté surveillée et une amende de $10 000. Avec le temps déjà purgé depuis son arrestation, Weigers devait être libéré avant la fin du mois. Lorsque la sentence a été prononcée, Weigers et sa famille ont souri. Avant la condamnation, Weigers s'est adressé au tribunal, ses longs cheveux gris attachés en queue de cheval. Il n'a pas renié le club. « Je suis très fier d'être président du Bandidos Motorcycle Club », a déclaré Weigers. « Je suis membre depuis 31 ans. Le club n'est pas une organisation criminelle. » La procureure adjointe Ye-Ting Wu a déclaré que Weigers n'avait montré que des excuses, du blâme et de l'arrogance, au lieu de remords. Les procureurs ont noté qu'il avait déjà préparé ses affaires avant la condamnation, s'attendant à quitter le tribunal le jour même. 18 accusés ont finalement plaidé coupables dans cette affaire, recevant des peines allant de la probation à 5 ans. Weigers a reçu l'une des peines les plus légères, malgré son rôle de président international. Après sa libération, Weigers est retourné chez les Bandidos. Mais son retour a été de courte durée. Son successeur, Jeff Pike, avait une vision différente du fonctionnement du club. Lorsque Weigers est apparu dans un documentaire télévisé sur les Bandidos, Pike a été furieux. « Nous ne faisons pas d'interview. Nous ne faisons pas de télévision », a déclaré Pike aux autres membres. Apparaître dans les médias était une infraction au patch, motif d'expulsion. Pike a retiré les patchs de Weigers et l'a expulsé de l'organisation. En 2010, Weigers a subi des blessures à la colonne vertébrale dans un accident de moto en quittant l'Interstate 5 dans le comté de Skagit, Washington. Il s'est retiré du monde des motards hors la loi, mais a continué à rouler et à défendre les motards, réformateurs ou criminels. Weigers a dirigé les Bandidos durant une période d'expansion internationale massive qui a préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. Dix Donald Eugene Chambers, Mother. Le 4 mars 1966, un docker de 36 ans et vétéran du Marine Corps entre dans un bar à San Leon, Texas. Donald Eugene Chambers avait été membre de plusieurs clubs de motards, mais les trouvait tous trop sages. Il voulait quelque chose de différent, un club qui vivrait selon ses propres règles, ne répondrait à aucune autorité et adopterait pleinement le mode de vie hors la loi, sans excuse. Ce jour-là, Chambers fonde le Bandidos Motorcycle Club. Il le nomme d'après des bandits mexicains opérant en dehors de la loi. Il crée le logo, un bandit mexicain caricatural tenant un pistolet et une machette.
Il choisit le rouge et l'or comme couleur du club, en hommage au Marine Corps, où il avait servi pendant la guerre du Vietnam. Et il établit la devise du club. Nous sommes les gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde. À partir de ce petit bar de San León, Chambers construit quelque chose qui durera près de 60 ans et s'étendra à plus de 20 pays. Chaque meurtre commis par un bandido, chaque trafic de drogue, chaque acte de violence remonte à un homme et à une décision prise en 1966. Chambers recrute des membres dans des bars de bikers à travers le Texas, Houston, Corpus Christi, Galveston, San Antonio. Beaucoup étaient des vétérans du Vietnam comme lui, des hommes revenus de la guerre incapables de s'adapter à la vie civile. En 1968, Chambers crée le deuxième chapitre du club à Corpus Christi. Au début des années 1970, le nombre de membres dépasse 100. Dès le départ, Chambers établit des principes qui définiront les clubs de motards hors la loi pendant des décennies. Loyauté absolue envers le club au-dessus de tout. Secret total sur les affaires du club. Aucune coopération avec les forces de l'ordre en aucune circonstance. La violence comme méthode privilégiée pour résoudre les conflits. Il crée la hiérarchie organisationnelle encore utilisée aujourd'hui. Président national au sommet, vice-président, sergent, d'armes, président de chapitre. Une structure de type militaire qui permet une expansion rapide tout en maintenant un contrôle centralisé. En tant que fondateur et premier président, Chambers gagne le surnom de « Mother ». Chaque président qui suivra fera référence à ce titre dans son propre surnom. Le 22 décembre 1972, 2 dealers de drogue commettent une erreur fatale. Les frères Marley Leon Tarver, 17 ans, et Preston LeRay Tarver, 22 ans, vendant du bicarbonate de soude à un membre des bandidos appelé Chunky, en prétendant qu'il s'agissait de méthamphétamine d'une valeur de $1000. Lorsque Chunky découvre la tromperie, il appelle Chambers. La réponse de Chambers est immédiate. C'est une arnaque. Je vais aller au fond de cette histoire. Chambers ordonne à Robert Mannerlin, un prospect du club, de charger un fusil à pompe, une carabine et des munitions dans un camion Chevrolet marron avec un camping-car blanc. Chambers, Mannerlin et d'autres membres des bandidos se rendent à la résidence de Chunky pour examiner la substance. Après confirmation qu'il s'agissait de bicarbonate, Chambers envoie 4 membres récupérer les frères Tarver. Les dealers sont conduits dans le désert au nord d'El Paso. Chambers ordonne à Mannerlin de creuser une tombe. Une fois la tombe prête, Chambers abat les 2 frères avec un fusil de calibre 12 chargé de chevrotine. Les corps sont aspergés de carburant, incendiés puis enterrés dans la fosse peu profonde. Le 24 décembre 1972, Mannerlin contacte le FBI et avoue. À midi, il guide les agents jusqu'au lieu d'enterrement. Le soir même, les autorités exécutent un mandat de perquisition au domicile de Chambers, saisissant le fusil, les munitions, une couverture imbibée de sang, des portefeuilles brûlés et d'autres preuves. Chambers, ainsi que Jesse Fain Injun, Deal et Crazy, Ray Vincente, est reconnu coupable de double meurtre. Tous 3 sont condamnés à la prison à vie. Avec Chambers en prison, Ronald Hodge prend la tête en tant que président national. Mais l'influence de Chambers ne diminue jamais. Même derrière les barreaux, il reste une figure vénérée. Son code devient une doctrine. Sa structure organisationnelle devient le modèle. Sa volonté de tuer pour une affaire de drogue devient la norme. Chambers est libéré sur parole en 1983, après avoir purgé 11 ans. Il se retire du club et s'installe à El Paso, où il mène une vie discrète jusqu'à sa mort d'un cancer le 18 juillet 1999, à l'âge de 68 ans. Il est enterré au cimetière Forest Park Lawndale, à Houston, sous une pierre tombale portant son nom, son affiliation aux bandidos et la devise du club. Nous sommes les gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde. D'un bar texan en 1966 à un empire criminel présent dans 20 pays, ces 11 leaders ont construit les 60 ans d'héritage violent des bandidos. Les leaders les plus dangereux
ne sont pas ceux qui appuient sur la gâchette. Ce sont ceux qui construisent des systèmes qui leur survivent. Et les bandidos sont toujours actifs. Mais ils ne sont pas les seuls. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir quel club possède des leaders encore plus impitoyables.